Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la dernière personne à avoir porté le titre de pharaon. Après 3000 ans de règne des pharaons sur l'Égypte, eh bien, cette tradition s'éteint avec une reine qui a été très intelligente, très instruite et plutôt proche de son peuple finalement. Nous allons bien entendu parler de Cléopâtre VII. Alors, si je dis pharaon et pas pharaon, ça n'est pas par sexisme, c'est parce que une femme en Égypte n'avait pas le droit de régner seule, elle régnait en régence où elle régnait mariée à ses frères, comme Cléopâtre. Donc, le fait de féminiser ce mot est très bien, c'est une ouverture d'esprit très bien, mais c'est historiquement faux, donc je suis désolé, mais je vais dire pharaon et pas pharaon. Cléopâtre va naître en l'hiver -69. On pense que c'est Alexandrie, mais on n'en est pas sûr. Elle fait partie de la dynastie Lagide, qui règne sur l'Égypte depuis le IVe siècle à peu près, avant notre ère bien entendu. Le premier représentant de cette dynastie, c'est Ptolémée Ier, qui était un des généraux d'Alexandre le Grand et qui s'empare de l'Égypte à la mort de celui-ci. Cléopâtre VII, ou Cléopâtre comme on va dire à partir de maintenant, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais on va dire Cléopâtre pour se simplifier la vie, est la fille illégitime de Ptolémée XII. On est au 12e quand même, de l'eau est passée sous les ponts depuis le début. Et on sait qu'elle est illégitime parce que il n'y a qu'une seule enfant légitime pour Ptolémée XII, c'est Bérénice IV. Donc, elle fait partie d'une aventure hors mariage. Mais c'est pas très grave, puisque Ptolémée XII était déjà un enfant illégitime de Ptolémée IX. Donc apparemment, dans la famille, c'est pas un souci. Donc il y a eu beaucoup de débats, il y en a encore aujourd'hui d'ailleurs, mais vraisemblablement, on considère que Cléopâtre est plutôt la fille de Ptolémée XII et d'une mère qui serait grecque macédonienne, pas égyptienne. Donc Cléopâtre, techniquement, n'est pas du tout égyptienne. Durant sa jeunesse, Cléopâtre va pouvoir observer l'exemple de son père, Ptolémée XII. En fait, elle va surtout pouvoir observer tout ce qu'il ne faut pas faire, parce que comme roi, il est absolument nul. Sous son règne, la morale part complètement en sucette, la corruption est partout et absolument sans limite, ça déclenche des révoltes régulières qui sont réprimées à l'ancienne. Ensuite, il va dévaluer la monnaie. Alors, dévaluer la monnaie, ça n'était pas arrivé depuis Ptolémée Ier quand même, c'était quelques temps. Et lui, il fait ça, ce qui handicape les Égyptiens dans leurs échanges avec les autres. Donc, le gars fait un sans faute. C'est tellement un nul que sa propre fille peut plus l'encadrer et qu'elle va le renverser, sa fille légitime, Bérénice IV. Elle va renverser son père et faire un coup d'état. Ça va marcher d'ailleurs. Heureusement pour Ptolémée XII, il était pote avec les Romains, et 3 ans plus tard, les Romains reviennent, mettent un coup de pression, et remettent Ptolémée à la tête de l'Égypte. Et du coup, c'est un mal pour un bien, puisque Ptolémée XII, après cet épisode malheureux, a pu faire une introspection, il a compris ses erreurs, et il va du coup se mettre à gérer l'Égypte de façon juste et honnête, et non, je déconne complètement, en fait, il va déclencher des massacres en revenant, il va faire toute une série d'assassinats, et comme elle n'a pas été très très sage, il va aussi faire assassiner sa fille. Donc, très jeune, Cléopâtre a eu le manuel de tout ce qu'il faut pas faire quand on est roi d'Égypte. Du coup, que sait-on vraiment sur Cléopâtre? Comment dissocier les centaines de mythes à son sujet de la réalité? Bien déjà sur son physique, tout le monde dit qu'elle était magnifique, que c'était une femme d'une incroyable beauté. D'après les sculptures qu'on peut voir sur les pièces de monnaie, pas vraiment en fait. Elle était très certainement charmeuse, elle avait sûrement un charisme incroyable, mais visiblement, esthétiquement, c'était quand même pas le monstre de beauté qu'on pourrait imaginer. Et par contre, alors tout le monde s'accorde à dire qu'elle avait une voix qui faisait penser à de la musique, enfin qu'elle avait une voix incroyable et ensorcelante. Par contre, ne vous y trompez pas une seule seconde, on n'est pas du tout en face d'une Barbie idiote.
Cléopâtre est très cultivée, accessoirement aussi fou que ça puisse paraître, c'est la seule de toute sa lignée à savoir parler égyptien, ce qui est quand même pour des rois d'Égypte un peu bizarre, mais elle parle aussi le grec, le mède, l'arabe et l'araméen, et l'éthiopien je crois de mémoire, donc c'est vraiment une femme hyper cultivée. Pas besoin de dire que même si Marc-Antoine et Jules César étaient des gens lettrés et que très certainement qu'ils connaissaient le grec, à leur contact, elle a dû sans aucun problème, vu ses capacités, apprendre le latin. En moins 51, son père Ptolémée XII meurt. Et par testament, il lui laisse la gestion du pays, mais comme une femme, je vous l'ai dit, ne peut pas gérer seule, du coup pour gérer le pays, elle est mariée à un de ses jeunes frères, Ptolémée XIII. Grosse originalité au niveau des noms. Donc ils vont démarrer, ils sont très jeunes tous les deux, et ils vont démarrer ensemble la gestion du pays. Sauf que, 3 ans plus tard, Ptolémée XIII s'est fait un peu monter par 2 de ses conseillers contre Cléopâtre, et du coup, il va y avoir une révolte carrément à Alexandrie, et Cléopâtre va devoir s'exiler en Syrie, et puis même aller en Askelon. Mais attention, encore une fois, on est loin de la jeune fille apeurée, elle va là-bas pour récupérer des mercenaires dans les tribus arabes, pour monter une armée, pour rentrer chez elle. Et c'est là que Rome entre dans l'histoire de l'Égypte pour ne plus la quitter. Pompée a été vaincu par César en juin de la même année. Il se dit qu'ayant été le protecteur de Ptolémée XII, le père de l'actuel roi et de Cléopâtre, c'est lui qui l'a remis sur le trône quand sa fille lui avait pris, eh bien il se dit qu'il sera le bienvenu en Égypte. Sauf que, bon, Cléopâtre est pas là, et Ptolémée XIII se dit que, de toute façon, Pompée a perdu. Du coup, il serait bien de faire ami-ami avec le vainqueur, Jules César. Et il fait assassiner Pompée dès qu'il met un pied en Égypte. 2 jours après, Jules César arrive, sauf que ça lui plaît pas du tout, en fait, ça n'a pas bien marché, parce que il faut bien penser qu'à l'époque, les Romains, Jules César n'étant pas le plus modeste, se croit très supérieur à beaucoup de peuples, et c'est vraiment le cas par rapport aux Égyptiens. Jules César, même s'il n'aime pas Pompée, pense qu'il est scandaleux qu'un dignitaire de la République romaine soit assassiné par de vulgaires Égyptiens, pour être poli. Donc ça ne lui plaît pas du tout, contrairement à ce qu'avait prévu Ptolémée XIII. Et puis certainement que César se dit que finalement, il récupérerait bien l'Égypte aussi. Donc il va utiliser tout ce qui est en son pouvoir, et il est très malin. On parlera dans un autre épisode clairement, c'est un personnage très intelligent. Il va donc, du coup, aller voir un banquier romain, auprès de qui Ptolémée XII avait contracté une dette, et va racheter cette dette. Et du coup, va aller voir Ptolémée XIII en lui disant « Écoute, garçon, maintenant tu me dois de l'argent, donc il va falloir que tu sois gentil. » Et il décide de réunir Cléopâtre et Ptolémée pour qu'ils fassent la paix, pour rétablir un semblant d'ordre en Égypte. Il se trouve qu'il leur dit « Bon, les gars, maintenant, on se serre la main, on fait la paix, vous gérez tous les deux, et vous dirigez le pays à 2. » Bien sûr, Cléopâtre dit oui, elle est pas folle. Ptolémée, pas du tout, et d'autant moins que Jules César est en Égypte avec très peu de légions romaines. Donc, à la fin de l'année 48, il va même être enfermé en Égypte. Heureusement, accident ou pas accident, le hasard fait quand même très bien les choses si c'est un accident, au tout début, moins 47, Ptolémée XIII va mourir noyé dans le Nil. Comment, je ne sais pas. En tout cas, il va mourir noyé dans le Nil, et du coup, tous les problèmes de Jules et de Cléopâtre sont réglés. Les embrouilles entre l'Égypte et Rome s'arrangent clairement, et puis Jules César a tout intérêt à ce que Cléopâtre accède au pouvoir. Donc, on prend son petit frère, Ptolémée XIV. Les Ptolémées, c'est comme les sagas de mauvais films d'horreur.
il y en a toujours qui arrivent après. Ptolémée XIV est du coup marié à sa sœur, elle aurait été mariée à deux de ses frères quand même, c'est sympa l'ambiance. Et on les met à la tête de l'Égypte. Alors bien sûr, c'est Cléopâtre qui commande, clairement, et on s'en cache pas, puisque sur les documents officiels, c'est son nom qui est mis en premier. Et si Jules César fait ça, c'est parce que c'est un gros malin. En effet, Rome a désespérément besoin du blé égyptien pour manger. Sans ça, il serait vraiment en galère, il serait obligé de sortir les armées pour aller envahir l'Égypte. Et il se trouve que, on comprend pourquoi, la dynastie Lagide dont font partie Ptolémée et Cléopâtre, ils n'ont pas vraiment la cote au niveau du peuple. Donc il se dit, c'est certainement pas elle qui va aller me faire une rébellion en Égypte, donc je préfère qu'il y ait une reine qui soit pas du tout populaire, comme ça le pays ne risque pas de se soulever contre les Romains, et puis au cas où, de toute façon, on va laisser 4 légions sur place, comme ça, s'ils se soulèvent, ça va calmer un peu l'ambiance. Et puis une chose est sûre, c'est que Cléopâtre et César ont eu une liaison. César avait quand même 30 ans de plus qu'elle. Donc, est-ce que c'est par amour ou par calcul, on le saura jamais. Mais il est clair qu'ils ont une liaison puisqu'ils vont avoir un enfant. Du coup, il y a quand même beaucoup de chances que ce soit le cas. Mais César va devoir partir, parce qu'il doit aller botter des fesses autour de la mer Noire et un peu en Afrique. Donc il va devoir s'absenter, et ils ne se reverront qu'en -46, lorsque César fera venir les deux dirigeants de l'Empire égyptien à Rome. Le couple royal va rester à Rome pendant 2 ans, avec un bref retour à la maison au milieu. Et Cléopâtre, qui est une maligne et qui essaye de faire ce qu'il faut, va rencontrer de nombreux hommes politiques romains, comme Cicéron par exemple. Ça se passera pas très bien d'ailleurs. Mais Cléopâtre là-bas est détestée. On la surnomme la prostituée de César. Pline l'Ancien, qui est un auteur, l'appellera Regina Meretrix, ce qui veut dire en gros la reine prostituée. Donc pas besoin de dire qu'elle a pas spécialement une bonne réputation à Rome à ce moment-là. On faisait même à l'époque à Rome des objets la représentant en train de copuler avec des animaux. C'est dire le niveau de finesse des Romains à ce moment-là, à son égard. Comme je vous l'ai dit, de la relation entre Cléopâtre et César va naître un enfant, qu'on appellera Césarion, ou Ptolémée XV, oui, on a le droit encore à un Ptolémée. Et en -44, qui est visiblement, approximativement la date de la naissance de cet enfant, eh bien malheureusement c'est aussi la date de l'assassinat de César. Et Césarion n'est pas dans le testament de César. En revanche, Octave, lui, y est. Octave qui deviendra le premier empereur romain, mais gardons ça pour une autre fois. Finalement, la mort de César, c'est un peu pratique pour Cléopâtre. Parce que dans le joyeux bazar qui suit son décès, eh bien, elle peut se sauver, rentrer à la maison. Bon, quand elle arrive, elle se dit « Maintenant, j'ai un fils qui est héritier au trône. C'est Ptolémée XV. Donc, à quoi me sert Ptolémée XIV ? À rien. Donc, boum, son frère, elle le fait assassiner. Et comme Ptolémée XV, il est tout petit, eh bien, c'est elle qui va avoir la régence du pays, donc qui va régner sur le pays, le temps que son fils grandisse, donc elle a un peu le temps de voir venir. Pendant ce temps, à Rome, 2 camps se sont formés. Le camp des assassins, Cassius Brutus, et le camp des héritiers, Octave et Marc-Antoine. Et Cléopâtre se dit, on va jongler entre les deux, et on verra qui gagne, et on se mettra du bon côté. Donc, pendant que c'était le bazar avec Rome, elle a repris Chypre, l'air de rien. Elle y met un gouverneur, et puis quand Cassius a besoin d'aide, elle dit au gouverneur, vas-y, aide-le. Bon, après, quand ça tournera mal, elle dira, non, le gouverneur, je lui ai rien dit, il l'a fait tout seul. Pas très sympa, mais comme tous les grands chefs d'État, elle est arrivée au moment où on comprend que tout le monde est remplaçable.